qui on est, comment on travaille, quels sont en fait nos différents relais à travers le monde. Et donc, notre problème, il est clair. On a mieux compris avec qui on travaille. Et ça, c'est le plus important. On a mieux compris quelles sont les équipes en place. On a mieux compris les objectifs qu'on souhaite atteindre avec toutes les équipes qui sont en place. Et il y a une chose quand même qui est très très importante, c'est que on a vu qu'on était entouré de gens de bonne volonté, des gens qui travaillent, des gens qui sont prêts à s'investir, à consacrer des heures, des soirées, des journées, et tout ça bénévolement. Et moi je vous dis, c'est extraordinaire. Vous imaginez donc l'énergie liée aux problématiques donc, de justice et de stratégie en général, donc plutôt d'objectifs à moyen et long terme. Une table ronde liée à la culture et aux traditions. Là, ce sont des objectifs à plus court terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait en 2010 ensemble? Qu'est-ce qu'on va mettre en place en 2010 ensemble? Et de quelle façon on va le mettre en place? La responsable de cette table ronde, c'est Armenoui Gullion. Alors, l'objectif, c'est pas que tout vienne d'Armenoui, c'est aussi que les participants à la table ronde exposent les idées. Et Armenoui pourra aussi décider avec le groupe qui peut intervenir pour ensuite, à 14h, exposer donc, les décisions et les résolutions de la table ronde. Ensuite, on aura la troisième table ronde sous la responsabilité et la coordination de Astrid Taglioni. Ce serait une table ronde chargée davantage sur les aspects géopolitiques et les aspects des Arméniens d'Arménie occidentale actuellement vivant sur place. On a affaire à des personnalités qui ont des potentiels et des savoirs et des savoir-faire. Ils vont les mettre à disposition de cette table ronde pour que les gens réfléchissent. Et l'objectif étant, c'est de voir en 2010 quel type de démarche nous pouvons faire en direction de ces populations. La quatrième table ronde, sous l'égide de Madame Seta Mardoyan, sera orientée sur les aspects santé, sociale, éducation, que ce soit en France ou au Java particulièrement. Donc là, pareil, on a quand même un savoir-faire, on a des supports, on sait exactement, nous-mêmes, on a une idée de ce qu'on veut, mais les participants à la table vont pouvoir exprimer leurs besoins, exprimer comment ils veulent s'investir et exprimer quel type de réalisation on peut faire durant l'année 2010. Pour finir, la cinquième table ronde, dont le coordinateur est M. Olach Pélibossian, sera davantage orientée sur les aspects économiques, communication et développement durable en termes généraux. L'adaptation des nouvelles technologies en direction des Arméniens d'Arménie occidentale. Comment on peut utiliser ces nouvelles technologies? Et un dernier thème qui est important, la problématique des élections. La problématique des élections chez nous, d'ailleurs, élections qui utilisent les nouvelles technologies, puisque nous sommes obligés notre volonté, c'est de faire participer le maximum de personnes à travers la planète pour qu'ils puissent élire leurs élus, élire leurs députés, élire leurs responsables locaux. La démarche
électorale chez nous, c'est aussi une démarche d'ordre pédagogique. C'est-à-dire qu'on arrive à communiquer directement avec notre compatriote et ensuite, dans cette communication, notre compatriote s'exprime aussi, ou soit en devenant candidat, soit en proposant de participer donc à l'élection d'autres candidats. Cette démarche électorale est non seulement une démarche citoyenne chez nous, en tant qu'Arméniens d'Arménie occidentale, mais aussi une démarche pédagogique. C'est très important. On l'a très bien fait, on sait le faire pour les autres, pour les Français, en Europe. On sait très bien le faire pour les autres, il faut qu'on apprenne à le faire pour nous. Il faut que nous ayons nos élus et nos responsables et qu'ils soient ensuite, qu'ils puissent appliquer au milieu de leur assemblée toute la responsabilité qu'ils peuvent avoir. Alors, je comprends très bien que nous ne sommes pas très nombreux, la problématique n'est pas là. S'il faut, à 14 h, s'il nous faut, puisque ça va durer de 14 h à 16 h, s'il nous faut prendre une demi-heure pour une nouvelle fois réunir les nouveaux arrivants, on va dire, ceux qui viennent au niveau de l'après-midi, puisqu'on a des compatriotes qui sont à l'église aujourd'hui, bon, s'il faut faire ça, on le fera. En fait, c'est vous qui me le direz. C'est vous qui m'indiquerez au dernier moment si on a besoin de réadapter un peu la situation ou pas. D'accord? Alors, avant de démarrer ce travail de table ronde, on a quelques choses à finir par rapport à hier. J'ai un exposé à vous faire, ça ne va pas durer trop longtemps. On doit téléphoner encore à M. Ludwig Petrosian. Je sais, c'est pas facile, il va parler encore en arménien, mais c'est comme ça. Ludwig Petrosian est resté sur sa faim, on dirait comme ça, puisqu'on a été coupé dans notre communication. Et on doit surtout appeler notre responsable, notre représentant en Russie, pour que lui-même exprime ses positions par rapport à tout le travail qu'il est en train de mettre en place sur le terrain. Moi, ce que je propose, c'est qu'on appelle tout de suite notre représentant en Russie. Qu'est-ce qu'on pense, Radio? Hein? Et on va commencer comme ça. Peut-être que ça va aussi permettre à d'autres de nous rejoindre au fil de la matinée. Alors, concernant les tables rondes, donc, Bartavez, Alotun, a eu la gentillesse de nous proposer les espaces qui sont en bas. Donc, en bas, on a 3 espaces pour que les groupes peuvent se réunir. On va aussi, ici, former 2 petits espaces, un là et un là-bas, pour qu'on puisse se réunir. On aura 5 espaces de réunion. Bon, ça va nous permettre, à mon avis, d'avancer. Alors, ce que je demande, Chikwan, c'est que le maximum de gens, même s'il y en a qui travaillent, qui sont en voie, etc., participent à ces tables rondes. Bon, les cigarettes, on les met un peu de côté pendant une heure. Check the trend, mais Jean, mais. Yes. Bourrenk, mais bougez-le à l'achat d'un petit peu là. Oubliez les cigarettes un petit peu là, parce que je m'aperçois que. Bon. Donc, on en parlera avec CETA de ce problème. Hein. Ça fera peut-être le mauvais pour la santé. Un sujet. Alors, il y a Madame Daglian qui nous a préparé des dossiers. Alors, ces dossiers sont à vos dispositions pour vos tables rondes. Alors, c'est notre code électoral, le livre 1
Et le livre 2, c'est aussi alors, c'est le rapport de l'ONU. Donc, pourquoi il est important pour vous, si vous, en fonction de la table ronde à laquelle vous travaillez, d'avoir ce rapport, ça vous permet d'avoir des supports juridiques par rapport à la situation des Arméniens dans la occidentale. On a ça. On a à notre disposition, ça c'est le livre 2. Alors, le code électoral, il est en 2 livres, en 2 tomes. Hein? C'est un code, il y a la partie législative, la partie générale, puis la partie liée à la participation de chacun. Et on a aussi, ici, la déclaration officielle des députés, donc, du Parlement arménien d'Arménie occidentale, des élus, en fait, des élus chez nous, qui ont, le 20 janvier 2007, préparé la déclaration relative aux droits des Arméniens d'Arménie occidentale. Donc, même peu importe dans quelle, on va dire, table ronde vous vous trouvez, ce support est important, parce qu'il va vous guider par rapport au droit international, à vos droits actuels, par l'intermédiaire d'articles qui sont où on précise ici ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. D'accord? Donc ça, ce sont des supports qui sont à votre disposition. On peut les avoir en arménien aussi, si vous voulez. Il y a Viola qui en a quelques-uns en arménien, si des fois c'est nécessaire en arménien. Donc on va appeler notre représentant ici. On passe à une petite présentation rapide de mon exposé et ensuite on finit donc avec l'intervention de M. Petrosson. Alors, c'est vrai qu'hier c'était une journée intense, c'était une journée importante, intense. Vous savez que ça a été retransmis en direct sur Internet. C'était retransmis en direct sur Internet. Il y a eu beaucoup de visiteurs, je tiens à vous dire. Donc en fait, les gens s'intéressent quand même. C'est-à-dire qu'on ne montre pas systématiquement. Bon, en règle générale, ceux qui peuvent venir viennent. Ceux qui ne veulent pas venir ne viennent pas, évidemment. Mais en règle générale, les gens s'intéressent. Les gens sont curieux. C'est normal. Et c'est bien. Il faut qu'ils s'intéressent. Il faut qu'ils puissent comprendre quel est le message que nous souhaitons transmettre. Alors bon, vous savez, les Chypriotes qui habitaient dans le nord de Chypre, eux-mêmes se battent pour pouvoir faire valoir leurs droits encore par rapport au nord de Chypre. Ils se battent sur plusieurs plans. Vous avez même un ami qui s'appelle Nikos Kyrgios qui entreprend d'aller restaurer, et pourtant il y a l'armée turque sur place, d'aller restaurer des églises avec des groupes qui prennent la décision. Je vous donne des exemples un petit peu comme ça pour que vous puissiez imaginer ce que nous aussi on devrait commencer à réfléchir. Eux, ils prennent la décision de passer la frontière et de dire ce sont nos églises, et bien nous allons les restaurer. Ne serait-ce, là, souvent, quand je vais en Arménie, j'emmène des jeunes dans les montagnes, là où il y a des anciens monastères, et on les nettoie. On prend des sacs, on met dedans tous les sacs plastiques, les bouteilles, les boîtes de conserve, enfin tout ce qu'on peut trouver comme détritus au sein des monastères, et on les brûle, et ce sont des jeunes qui font ça. Je veux dire par là, c'est quand je dis on va faire ensemble des projets, ce sont peut-être des fois des projets simples. Ce sont
Ce sont des projets qui sont liés à la situation sur le terrain. Et ben, je peux vous assurer qu'il y a une partie des gens qui vont sur place manger des rouleaux, etc. et qui laissent tout, comme ça. Et puis nous, on passe derrière, on nettoie, et on essaye de rendre l'espace propre et habitable, accueillant. Donc voilà, des fois ce sont des projets simples. Ça peut faire l'objet aussi d'une opération, de dire, à cette année, on va envoyer des jeunes en Arménie pour nettoyer les anciens monastères. Donc tout ça, il faut réfléchir. Nikos, lui, il ne part pas en Chypre du Sud nettoyer les monastères. Avec ses groupes, il part en Chypre du Nord. Là où c'est occupé par l'armée turque. Donc vous comprenez qu'il y a des choses à faire. Oui. Pour comprendre mieux, vous voulez dire qu'on va partir en Arménie occidentale? Je dis que ça peut faire l'objet. Non, mais j'essaie de comprendre. Tout à fait. Pas... Je dis que ça peut faire l'objet. Tout à fait. Je dis que ça peut faire l'objet d'une proposition en disant cette année, je ne dis pas tout de suite d'aller nettoyer le monastère en Arménie occidentale, mais je dis cette année, je réponds là. Cette année, d'envoyer un groupe de jeunes, ne serait-ce que de les visiter, c'est-à-dire de voir de leurs yeux la situation. Moi, j'ai quelques informations à vous donner à ce sujet aussi, selon ce que j'ai vu, ce que je sais, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça peut faire l'objet d'une opération par étape. Il n'y a pas à se presser dans ce genre de démarche. Nikos, ce qu'il a pu faire en Chypre du Nord, il l'a fait aussi par étapes. Il l'a fait de façon progressive. Il a vu que c'était possible après d'accompagner des groupes de personnes pour travailler sur ces monastères. Donc ce sont des choses intéressantes. C'est à vous de vous fixer vos objectifs. Réfléchissez bien. Alors, c'est vrai que c'est une prise de responsabilité, mais c'est normal que la responsabilité soit partagée. Et surtout au niveau de l'action, surtout au niveau du travail sur le terrain. D'accord? Si vous avez d'autres questions, en attendant le contact s'établisse. Donc, j'ai une question. En fait, puisqu'on a un peu de temps, est-ce qu'on peut repasser, on peut réexpliquer globalement, généralement, le but de chaque table ronde? C'est-à-dire, je sais, alors, est-ce qu'on peut développer un peu? je me suis permis de vous... Bon, le but de chaque table ronde, c'est de proposer pour l'année 2010 des actions concrètes, de se fixer des objectifs, afin que, alors je n'ai pas dit des objectifs ambitieux, je n'ai pas dit des choses irréalisables, surtout des choses réalisables, concrètement, tranquillement, en l'espace d'une année. On se retrouvera donc en fin d'année prochaine pour voir ensemble par rapport à nos objectifs fixés, ce qu'on a pu faire et pas faire. On fera donc des bilans et ça nous permettra, tous ensemble, de savoir exactement si, face à la réalité du terrain, on peut quand même avancer ou si véritablement on est face à des difficultés, entre guillemets, insurmontables. Pourquoi entre guillemets? Parce que si devant nous, nous avons des difficultés pour atteindre certains objectifs, eh bien, c'est peut-être parce que c'est trop ambitieux, ou c'est peut-être parce qu'on s'y est mal pris au niveau de la démarche. Donc c'est à nous, petit à petit, quand on parle de reconstitution, de notre propre reconstitution, on se reconstitue face à des difficultés. C'est-à-dire que si on a des difficultés entre nous, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, ça provoque en nous donc, une démarche d'analyse, ça provoque en nous, on va dire,
d'étudier les moyens pour pouvoir, une nouvelle fois ou d'une autre manière, atteindre ces objectifs. Alors, en attendant que le contact s'établisse, je vais essayer d'avancer rapidement. Donc, mon souci, c'est de vous montrer les outils juridiques qui sont à notre disposition. Je répète, les outils juridiques. C'est un problème, on n'est pas conscient, et je m'aperçois qu'on n'est vraiment pas conscient, de tous les outils juridiques dont on dispose. Et moi, mon souci, c'est de vous les exposer. Donc, je ne reviens pas systématiquement sur toute la situation, on en a parlé jusqu'à 20h hier soir, de l'histoire des Arméniens d'Arménie occidentale. Je ne reviens pas non plus sur les caractéristiques de notre population, lieu de vie, nombre important, de plus de 3 millions de membres, des croyances, langue, école, fonctionnement collectif et politique. Tout ça, c'est notre histoire, c'est votre histoire. Le génocide des Arméniens, je reviens sur la première démarche juridique qui n'a jamais, vous vous rendez compte que ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais eu lieu à travers toute la planète. C'est-à-dire que nous, les Arméniens, nous n'avons jamais déclaré officiellement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand, d'abord on vous vole un sac, il y a une violence verbale vis-à-vis de vous, une violence physique, vous allez tout de suite déclarer devant des instances administratives, policières, vous allez déclarer ce que vous avez subi comme agressivité. Est-ce que vous vous rendez compte que les Arméniens n'ont jamais déclaré? Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'il faut déclarer? Comment il faut le déclarer? Quand vous venez devant une instance policière et on vous demande de remplir, donc de faire une déclaration de quoi que ce soit, par rapport à un incident ou un accident, ben vous faites la déclaration. Vous déclarez. Les Arméniens, jusqu'à notre déclaration, n'ont jamais déclaré le problème du génocide. De façon commune, je parle. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous avez des États qui reconnaissent le génocide d'une façon et des États qui reconnaissent le génocide d'une autre façon. Le Conseil national arménien déclare publiquement que son peuple a été victime d'un génocide de 1894 à 1923 en Arménie occidentale et en Anatolie, perpétré par les gouvernements successifs d'occupation turque. C'est pas la peine de faire quelque chose de détaillé, c'est une déclaration publique. Donc, notre objectif, c'est de nous, bon, c'est le Conseil qui déclare, notre Conseil qui a validé, mais c'est qu'aussi nos compatriotes comprennent le but de cette déclaration et que cette déclaration soit diffusée. Oui. Moi, j'ai une question. En fait, le Sénat est en train de reconstituer un gouvernement, nous sommes d'accord. Bien sûr. Mais comment on va le présenter quand sur la scène internationale? Je veux que ce soit reconnu par tous les pays. Comment ça va se passer? Je vais répondre immédiatement à cette question. Je vais répondre. Vous allez le voir. Je vais vous donner un élément de réponse, mais ça va vous faire plaisir. Alors, on continue, il n'y en a pas pour longtemps. Au niveau du génocide, ce qui implique la reconnaissance de la culpabilité de ce crime par un État, aujourd'hui négationniste, ne peut être qu'une reconnaissance hautement morale. Face à cette reconnaissance hautement morale, si elle existe, qui aurait pour conséquence une restitution tout aussi hautement morale, la restitution des terres. Donc, à une reconnaissance morale ou lors d'une procédure à un verdict d'ordre moral, on a en face une conséquence d'ordre moral qui est la restitution des terres. C'est tout. Il n'y a pas de question de réparation, d'argent,
devant le sang versé par nos parents, nous ne demandons pas d'argent. Ça ne veut rien dire, ça. Vous imaginez, ah bon, alors, combien de milliards vous voulez, un de plus, un de moins, qu'est-ce que ça veut dire? On rentre pas dans ces notions d'ordre financier lorsqu'on parle du génocide, d'un crime. Hein? On est d'accord? Moi, je comprends. Enfin, oui, non, quand même, c'est plus qu'ils ont pris aux Arméniens, doit être restitué. Non. Les biens, il faut séparer la problématique du crime oui. et la problématique des spoliations. Voilà. Hein? Ce qui a été spolié, il faut dire. Hein. Alors, ce qui est spolié, ça fait l'objet là de réparations financières, etc. Ah, mais moi, je m'intéresse au crime. Oui, d'accord. Et le crime d'État, le crime des crimes, qui est le crime de génocide, j'ai donné, si vous regardez bien, durant ces 2 jours, on n'a donné aucun exemple de crime, de ce qu'ont vécu nos parents, parce que ce sont des choses qu'on peut retrouver facilement. Mais ces crimes odieux à destination donc, des populations arméniennes, ces crimes de masse, en face de ces crimes, il n'y a qu'une seule chose, la restitution des terres. On continue. Donc, ce sont des documents que vous avez vus, je vais passer dessus. Il faut savoir qu'on a donc des textes de base, ces textes, ils existent, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé, ce sont des textes qui existent. C'est pas moi, ni Madiros, ni Christophe, ni tout le monde. C'est pas nous qui faisons notre histoire, nous utilisons l'existant. D'accord? Donc, voilà. Je continue. Ça, c'était un document. Ça, c'est un document intéressant. Le gouvernement des travailleurs et des paysans d'Azerbaïdjan, ayant pris la nouvelle de la proclamation d'Arménie, au nom de la paysannerie révoltée de la République socialiste soviétique, salue la victoire du peuple frère. À partir d'aujourd'hui, les anciennes frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont déclarées annulées. Le Haut-Karabakh, le Zangezur et le Nakhichevan sont reconnus partie intégrante de la République socialiste d'Arménie. Vive la fraternité, l'union des travailleurs, etc. Vous imaginez que si ce document devait se faire aujourd'hui, comment ça serait quand même quelque chose d'intéressant. Donc c'est un document qui date du 7 décembre 1920, dans le cadre du régime social-communiste de l'époque. Mais quand on parle de fraternité, quand on parle de bon voisinage, c'est la moindre des choses de demander à l'Azerbaïdjan de reproduire aujourd'hui ce type de document. Et pourquoi c'est ça la question, c'est pourquoi ça se fait. Ça a été 2 fois, hein. On a eu droit à 2 interventions de ce type. Une, voilà, la deuxième. Donc, je ne vais pas m'arrêter. Il y a une chose que je voulais que vous sachiez au niveau de l'information, c'est qu'il y a eu un traité en 1927 entre le Parti révolutionnaire Tashnak Sotyun et la Ligue nationale kurde, Oyubun, qui, ce traité, précise que l'article 89 du traité de Sèvres est caduc. C'est-à-dire, le Parti Tashnak Sotyun donne à la Ligue nationale kurde les 4 provinces arméniennes de Bitlis, Erzurum, Van et Trabzon. J'ai le document. Hein. Donc, pour ça, je me suis permis de vous informer. Parce qu'à l'époque, le parti considérait qu'il avait... ça fait partie d'un protocole entre 2 ligues, entre les Kurdes et le parti. Bon, ils ont pris cette décision. Non, ça n'a pas de valeur en dehors d'une valeur morale. En dehors d'une valeur morale, ça n'a pas de valeur. Hein. Mais j'aurais bien aimé qu'on ait, parce que j'ai invité hein,
des responsables du parti Tachnaq Suchon à notre congrès. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir leur dire, bon, ce que vous faites aujourd'hui, d'accord, c'est bien, ça prouve que vous avez pris conscience d'une situation, mais il faut que les choses soient claires. Il faut qu'il y ait des choses. Quelle est la référence de Quelle est la référence du texte? La référence, c'est, écoutez, le texte, je l'ai dans l'ordinateur. Donc, je ne connais pas la référence par cœur. Il y a un en tête, c'est M. Papazian qui a signé. À l'époque, c'était Varan Papazian, qui était responsable du parti Tachnaq Suchon. C'est en quelle année ça? Donc, 1927, le 29 octobre. Bon, rapidement, je voudrais vous montrer la situation géopolitique. Alors, ce sont des cartes que je peux mettre à votre disposition au niveau d'État. Il faut juste rappeler pour l'histoire, parce que c'est très difficile de prendre une phrase. C'est pas que je veux dire. Non. C'est difficile de prendre une phrase comme celle-là et de la mettre en air divers. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait quand même une alliance militaire et un soutien très fort du parti Tachnaq. C'était pas officiel par rapport au mouvement kurde pour les pousser à se révolter. Bien sûr. Pour pouvoir kurde. Tout à fait. C'est cette occasion-là qu'il y a eu la révolte kurde. Malheureusement, ils n'ont pas réussi et qu'ils sont terminés par les massacres militaires. Tout à fait. C'est comme en 1947, lorsque Staline a appelé aux Arméniens du monde entier de rejoindre l'Arménie, parce qu'il avait pour projet, entre guillemets, donc de libérer l'Arménie occidentale. Donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des événements comme ça. Maintenant, le problème, c'est que... Il faut placer dans le contexte. Tout à fait. C'est très très important et j'approuve tout à fait ce que vous venez de dire. Mais aujourd'hui aussi, alors, dans ces conditions, ce qui se passe par rapport au protocole, il faut aussi le replacer dans certains contextes. Et le fait qu'on nie l'existence des Arméniens d'Arménie occidentale, il faut aussi le replacer dans certains contextes. Donc, ce négationnisme, on parle de négationnisme, mais il y a donc une frange au sein même des Arméniens qui nie l'existence des Arméniens d'Arménie occidentale. Est-ce qu'on imagine ça aujourd'hui? Donc, je pense qu'il y a des tas de choses à discuter. Il faut les mettre sur la table. Donc, voilà. La situation géopolitique, je vais vous la montrer. Sur la Cilicie, j'en parle pas beaucoup de la Cilicie, parce que ça fait l'objet véritablement d'une étude très complexe. On aura l'occasion, dans d'autres cas, sous forme d'autres exposés, donc de développer la question. Je voudrais poser une petite question un peu bête, mais je voudrais comprendre simplement, et s'il donne 4 provinces au Kurde, qu'est-ce qui reste après? Je comprends pas. Est-ce qu'il reste quelque chose? C'est par rapport à l'article 89. Oui, je voudrais savoir, juste pour m'informer, je fais aucune commande. Donc c'est par rapport à l'article 89. À l'époque, les droits des peuples autochtones n'étaient pas votés par les Nations Unies, donc il restait plus rien. Il ne reste plus rien, alors dans ce cas, c'est bizarre. Ben, écoute, on a transmis, donc, le parti Tachnaq Suchon a transmis au Kurdes Oyboun de réaliser ce que les Arméniens devaient réaliser. Voilà. Mais j'entends, même aujourd'hui, c'est très important ce que vous dites, parce que même aujourd'hui, j'entends de la bouche de beaucoup d'Arméniens, c'est maintenant, s'il te plaît, par les Kurdes, Ben, on a la même rhétorique. On a la même rhétorique, mais il n'y a aucune personne capable véritablement de me montrer des véritables statistiques de la population locale. Donc ça fera peut-être l'objet de la table ronde. Et deuxièmement, donc d'avoir une image exacte de la population sur place. Et deuxièmement, au sein de cette population dite entre guillemets kurde, qu'en est-il des Arméniens? Donc tout ça, il faut en parler. Il y a des choses à approfondir, puis il ne faut pas seulement en parler au niveau discours, il faut en parler au niveau recherche et véritablement d'avoir des supports officiels, en tout cas, par rapport à objectifs en tout cas. Donc je termine. Donc on a fait des démarches nous, depuis 2006-2007 au niveau de l'ONU,
Et donc c'est pour répondre à la question d'Annie. Ces démarches, c'est pour lutter contre des actes, pour lutter déjà pour la mise en avant de nos savoir-faire traditionnels, de nos ressources génétiques, etc., pour la protection de notre environnement. Bon, par exemple, on a construit des barrages en Arménie occidentale, est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Et pourtant, vous avez votre avis à donner. En tout cas, je continue. Donc, c'est ce qu'on appelle des actes aussi d'appropriation illicite. J'en ai parlé hier. Je voulais donc répondre à Annie directement en mettant en ligne cette vidéo. Je vous remercie de bien vouloir me donner la parole. Et j'ai l'honneur de pouvoir apporter et de l'alliance de civilisation. Aussi, je vous remercie de bien vouloir me donner la parole. Et j'ai l'honneur de pouvoir apporter le point de vue de notre Conseil au sujet du point 4 de l'ordre du jour. Ainsi, je voudrais le faire avec une note positive et encourageante. Relativement à votre recommandation d'ouverture, je n'hésiterai pas à préciser, si nécessaire, les contextes historiques témoignant de notre présentation. Je ne vais pas m'étendre sur le discours lu et entendu qui prétendrait que les Arméniens d'Arménie occidentale, qui, lorsqu'ils revendiquent l'application de leurs droits relativement à l'article 7 et 8 de la Déclaration, viennent de perturber et discréditer le travail du mécanisme d'expert. Il est évident qu'à partir de ce point de vue très étroit, il pourrait paraître difficile pour les Arméniens, descendants de rescapés du génocide, après qu'on leur a spolié bien des territoires et ressources, victimes de leur hospitalité, droit coutumier, d'imaginer de pouvoir solliciter des réparations et des indemnisations. Toutefois, notre Conseil pense très sincèrement que c'est dans le dialogue et la concertation avec les États que les droits des peuples autochtones, et en particulier en ce qui concerne le règlement des différends, les voies de recours, les réparations et les indemnisations, pourront s'appliquer. Et à ce titre, je remercie tous les donateurs du fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour les populations autochtones. Inversement, nous pouvons comprendre que la Turquie peut être réticente pour le moment à entendre les Arméniens d'Arménie occidentale dans le cadre des Nations Unies, mais il nous semble que le temps est venu d'entreprendre le règlement de tous ces différends relativement au droit international et à l'abri de la discrimination raciale. Je rappelle néanmoins, pour information, que c'est durant les années 1919 et 1920, suite à la Grande Guerre, que des États réunis en conférence de la paix ont pour la première fois consenti à proposer un traité international en direction des territoires de l'Arménie occidentale, et pour la seconde fois la reconnaissance du droit à l'autodétermination des Arméniens, qui a été signé par 13 États, y compris l'État défendeur, et qui a eu pour conséquence directe la naissance de la Société des Nations, qui deviendra ensuite l'Organisation des Nations Unies. Nous ne pouvons nier l'existence historique de ce traité, qui est un instrument juridique non négligeable. Je rappelle aussi que l'hommage rendu au président Montreux est un hommage rendu aux élections de l'existence des principes du droit à l'autodétermination, devenu aujourd'hui le principe fondamental de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Considérant réellement que les Arméniens d'Arménie occidentale sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits de l'homme reconnus au droit international et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuple. Il n'est donc pas nécessaire non plus de revenir sur la démonstration de l'autochtonie des Arméniens sur leur propre territoire, constatant sans difficulté une histoire, une langue et une culture plurimitténaire. S'il existe encore des Arméniens miraculés qui revendiquent leur droit à leur terre, territoire et ressources, c'est le meilleur témoignage de leur sincérité et je pense que l'Assemblée le comprend bien. Le Conseil national des Arméniens de l'Arménie occidentale que je représente est présent aujourd'hui, non seulement pour défendre les droits coutumiers de son peuple, ainsi que les droits des peuples autochtones, mais aussi pour défendre les principes de ces droits,
Je me permets d'ajouter ici que notre Conseil défend avec profondément de respect les droits de tous les peuples autochtones. C'est bien dans un cadre de maturité diplomatique et pour faire face aux défis futurs que des peuples et des États se retrouvent dans cette assemblée, participant à des échanges relatifs à l'étude du point 4, consacré aux réparations en direction des populations directement concernées. Et pourtant, sans approfondir ni minimiser ici les réparations. Donc, je n'ai pas la suite en vidéo, mais je pourrais vous la lire tout à l'heure. Simplement, je vais vous dire, pour répondre, voilà comment on intervient au niveau de l'ONU devant 192 États. C'était à quelle occasion que vous avez C'est dans le cadre du mécanisme d'experts pour les droits des peuples autochtones, le 10 août 2009. 2009 Oui. À Genève? À Genève. Et on a une réponse? Eh ben, la réponse, c'est tout ce qui s'est passé après. Donc? En fait, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez eu les responsables kurdes qui ont été... Vous avez eu les responsables kurdes qui ont été appelés par le gouvernement, les autorités turques. C'est-à-dire que nous avons demandé en direction des Arméniens, bon, il y a eu actuellement, il y en a encore des pourparlers en direction des Kurdes. Donc il y a eu, si vous voulez, des conséquences. Par rapport au protocole, il y a eu des conséquences. Ce discours fait partie des discours qui ont enclenché aussi ces protocoles, qui ont emmené la signature de ces protocoles. Donc les conséquences, elles sont là. Ben, écoutez, de tous les côtés, on essaye d'empêcher le réveil des Arméniens, de l'armée occidentale. On le voit bien d'ailleurs, c'est clair. De ce côté-là, je peux témoigner de plein de choses qui font qu'on nous empêche d'exister. On ne veut pas de notre existence. On n'en veut pas. Surtout pas. Et on vous impose d'être la diaspora de l'Arménie orientale. On vous impose des tas de choses qui n'ont rien à voir directement avec vous, directement. Bon, après, il y a des choses à voir au niveau national, mais je parle directement. Le problème, c'est, je l'ai dit, nous nous adressons, nous défendons des populations victimes concernées. Ces populations, c'est vous. C'est personne d'autre. Je ne vois pas pourquoi je vais transférer sur d'autres populations les problèmes que vous-même vous avez vécus. Alors, Ce qui est très important, c'est que vous venez de dire, parce que exactement, c'est tout au contraire de ce qu'ils ont fait les Dachnak, c'est-à-dire aujourd'hui en Arménie occidentale, le peuple arménien, comme ils n'ont pas de structure arménienne, donc ils ne se battent aux côtés des Turcs kurdes contre les Turcs, uniquement pour faire quelque chose, alors que quand vous, avec votre travail, donnez cet objectif aux Arméniens, au lieu de travailler à la place des gens, travailler pour leur nation. donc, d'accord. On va essayer de contacter encore Jabark. Je m'absente 2 minutes. Je dois rencontrer une personne. Et puis après, je reprends pour qu'on organise nos tables rondes. D'accord ? Des objectifs très précis. Et d'après la qualité des travaux qui ont été étudiés, je voudrais revenir donc, avant même qu'ils puissent les exposer, je voudrais les remercier. C'est un travail de qualité qui a été fait. Ce travail maintenant va être formalisé et sera donc ensuite mis en ligne sur Internet par rapport à des résolutions qui ont été choisies dans le cadre de notre congrès. Donc ça va être des résolutions ouvertes donc, à tous les Arméniens, à tout public. C'est important. Est-ce que vous vous sentez prêt ?